Waouh! Coucou les petits angoissés. Aujourd'hui, nous allons voir que parfois il vaut mieux se plaindre d'avoir un enfant turbulent plutôt qu'être fier d'avoir un enfant trop calme. C'est parti. Richard Barber et sa femme ont la chance d'habiter une banlieue chic de New York. C'est un quartier qui représente le rêve de chaque Américain moyen. De vastes maisons, toutes semblables, entourées de pelouses sans clôture, avec 2 ou 3 voitures par garage. Des rues droites et larges, bordées d'arbres, pas de magasins, un endroit purement résidentiel. En cet été 1969, cela fait 16 ans que Richard et sa femme May se sont installés dans leur coquette villa, juste après leur mariage en 1953. Un mariage tout à fait dans la tradition. May était la voisine de Richard et leur union était espérée depuis toujours par leurs parents respectifs. May, qui pouvait faire remonter son arbre généalogique jusqu'au XVIe siècle, ce qui est tout à fait exceptionnel aux États-Unis, avait le privilège de faire partie de la société ultra fermée des Filles de la Révolution, le club le plus aristocratique du pays. Quant à Richard, c'était un bon citoyen aussi, fier de sa patrie. Ne s'était-il pas fait tatouer pendant son service militaire un drapeau américain sur l'avant-bras droit ? Quand ils ont eu un fils en 1954, ils l'ont appelé, selon la coutume américaine, Richard, comme son père. Mais cela s'étant avéré peu pratique à l'usage, ils ont pris l'habitude de l'appeler Junior. Bref, ils sont l'exemple du couple sans histoire, typiquement presque caricaturalement américain, qui ne demande qu'à élever son enfant dans les valeurs bien établies auxquelles il croit. Richard, représentant pour une fabrique de produits alimentaires, gagne largement sa vie, ce qui permet à May de ne pas travailler. Il mène une existence bien réglée, avec les réunions au sein des associations charitables dont ils font partie, le cinéma le samedi et l'office religieux le dimanche. C'est dans cette ambiance tranquille, peut-être un peu confinée, que grandit le petit Richard, dit Junior. C'est un gros garçon à la chevelure rousse, pas très éveillé, plutôt amorphe. Il n'aime pas jouer avec ses petits voisins. Il reste seul à la maison. En fait, il n'a qu'une seule passion, les animaux. Il les adore d'une manière presque excessive. Il a tapissé de leurs photos les murs de sa chambre. Il fait des colères épouvantables quand on écrase une mouche ou un moustique. Mais enfin, tout cela n'est pas bien grave. Chaque petit garçon pose des problèmes. Dans le cas de Junior, c'est plutôt l'inverse de ce qui arrive d'habitude. Il n'est pas assez remuant, il faut le contraindre à s'intéresser à ce qui l'entoure. C'est ainsi qu'à la mi-1969, Junior Barber atteint ses 15 ans. C'est un garçon joufflu et timide, aux allures poupines, que ses camarades surnomment sans indulgence « gros plein de soupe ». Mais ses parents n'en sont guère contrariés. Gros plein de soupe, après tout, pourquoi pas? Et c'est alors que la soupe va prendre soudain un drôle de goût. Août 1969. Junior est en colonie de vacances. Richard et May sont restés chez eux. Ils ne s'inquiètent pas pour leur fils. Ils viennent juste de recevoir une carte postale au texte un peu enfantin comme d'habitude. « Cher papa et maman, je m'amuse bien. Mes camarades sont très gentils. Nous faisons de belles balades. À bientôt. Je vous embrasse. Junior. » Aussi, Richard a-t-il l'impression d'un coup de tonnerre quand il reçoit un coup de téléphone du directeur de la colonie. « Monsieur Barber, je vous appelle au sujet de votre fils. Je suis obligé de vous demander de venir le chercher immédiatement. Un moniteur l'a surpris en train de fumer de la marijuana. Richard s'est battu avec lui. Et ce n'est pas tout. Nous avons découvert qu'il avait entraîné à fumer avec lui plusieurs de ses camarades. » Richard Barber, père, reste un long moment sans comprendre. Après avoir raccroché, May et lui se regardent en silence. « Junior, ce n'est pas possible, enfin. Il n'est presque jamais sorti de chez nous. Il ne s'intéresse qu'aux animaux. » Mais si, c'est possible. Richard s'en rend compte quand il va chercher son fils à la colonie de vacances. Tout le long du trajet dans la voiture, Junior reste buté. Il répond à peine à ses questions. Il a l'air particulièrement irrité du ton doux et patient que prend son père pour l'interroger. « Alors, mon grand, qu'est-ce qui s'est passé ?»«
M'appelle pas mon grand. Je suis un gros plein de soupe, tu le sais bien. Si tu veux, Junior, mais dis-moi, pourquoi tu as fait ça? Et alors? Tout le monde fait pareil? Oh, et puis de toute façon, tu peux pas comprendre. T'as jamais rien compris. Richard Barber lâche son volant pour donner une gifle à son fils et toute la suite du trajet se poursuit en silence. À partir de ce moment, c'est une atmosphère totalement différente qui règne chez les Barber. Le père et le fils s'évitent, mais essaient de comprendre Junior, de parler avec lui. Mais elle aussi est dépassée par les événements. En rentrant dans sa chambre, Junior a tout bouleversé. Il a déchiré et jeté au panier les photos d'animaux et il les a remplacées par des posters qui font le désespoir de ses parents. Des chanteurs de rock'n'roll à la chevelure hirsute. Des posters de monstres tirés du cinéma d'épouvante. Quelques mois passent. Junior a promis de ne plus jamais fumer de la marijuana. Bien sûr, il a changé. Mais c'est normal à son âge. Ses parents ont fini par se rassurer. Et puis, un jour, il se décide à fouiller son placard pendant son absence. Et il découvre, soigneusement caché derrière des livres de zoologie, dont il s'est débarrassé, de petits sachets remplis d'une matière brune. Il n'y a pas de doute, c'est bien de la marijuana. Junior continue, malgré sa promesse. L'affaire de la colonie de vacances n'était pas un simple incident. May et Richard doivent bien se rendre à l'évidence, leur fils est un drogué. Mais pourquoi? Pourquoi? Il y a dans le placard, aussi bien caché que les petits sachets brunâtres, un élément qui fournit un début de réponse. C'est un livre dont les pages cornées, abîmées, prouvent que Junior l'a lu et relu. Son titre à lui seul résume tout l'ouvrage. Comment parler aux filles? Richard et May restent un moment pensif avec le livre entre les mains. C'est donc ça, le secret de Junior? C'est pour se donner un courage qu'il n'a pas qu'il s'est laissé entraîner à la drogue? Bien sûr, ils ne le comprennent pas. Tout cela est contraire à leurs principes. Mais ils décident de faire un effort. Leur enfant a un problème. Il est mal à l'aise. C'est normal après tout pour un adolescent. Alors, il ne faut pas le brusquer. Quand il rentre, ils essayent de le raisonner sans violence. Richard montre les sachets de marijuana. « Junior, pourquoi ne pas nous en avoir parlé? Pourquoi ne pas nous avoir fait confiance? Nous ne demandons qu'à t'aider. Tu sais, je pense que ce qui ne va pas, c'est que tu es trop souvent tout seul. Tiens, demain, j'ai envie d'inviter à dîner ta petite camarade Peggy. Qu'est-ce que tu en penses ?» Mais Junior ne répond pas. Il serre les poings et répond avec des larmes de rage dans la voix. « Vous avez fouillé dans ma chambre. Vous n'aviez pas le droit. Et puis, je ne suis pas tout seul. J'ai des copains, des tas de copains. » En courant, il va s'enfermer dans sa chambre pour mettre un disque au maximum du volume. Septembre 1970. Junior a 16 ans. Ses parents constatent avec inquiétude une nouvelle modification dans son comportement. Il ne travaille plus du tout. Les notes qu'il ramène sont exécrables. Au contraire, il semble se préoccuper exclusivement de son physique. Junior a toujours eu les cheveux roux très bouclés. Maintenant, il passe des heures devant la glace pour essayer de les défriser. Il s'est laissé pousser la barbe, les moustaches et les favoris. Et un jour, il rentre à la maison avec un air de défi. Il s'est fait faire un défrisage chez le coiffeur. Richard et May ne peuvent retenir un cri de surprise. Sa tête est surmontée d'un paquet de cheveux gonflés et raides, comme les piquants d'un hérisson. Sa barbe et sa moustache, qui lui mangent le visage, c'est hideux. Cette fois, malgré les résolutions qu'il a prises, Richard Barber ne peut garder son sang-froid. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas son fils. Il ne peut pas être devenu ça. Enfin, il l'a élevé de son mieux, dans les principes auxquels ils ont toujours cru, sa femme et lui. Ce n'est tout de même pas de sa faute si Junior ne s'intéressait à rien quand il était gosse, s'il ne voulait jouer avec personne. Il a même fait tout ce qu'il a pu pour l'éveiller. Chaque semaine, il lui ramenait un livre différent sur les animaux. Alors, Richard explose avec toute la violence d'une rage trop longtemps contenue. « Qu'est-ce que tu espères nous prouver? Et te prouver à toi-même, petit crétin? Que tu es un homme? Un minable, un voyou, voilà de quoi tu as l'air. Tiens, je souhaite une chose, c'est qu'on t'envoie le plus vite possible au Vietnam. » Pour toute réponse, Junior file s'enfermer dans sa chambre.
Richard et May Barber restent seuls. Ils ont brusquement la sensation qu'ils hébergent un étranger sous leur toit. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il s'agit de leur propre fils. C'est une semaine après que se produit un cambriolage chez les voisins des Barber. Richard décide aussitôt d'avoir un revolver à la maison. C'est pour se protéger des voleurs, bien sûr. Il n'a pas eu une autre pensée en achetant son arme. Du moins, pas consciemment. 27 février 1971. Il est aux environs de midi. Richard Barber est à son travail, Junior est au lycée, May est seul à la maison. On sonne à la porte. Un homme en pardessus et chapeau mou se tient sur le perron. Il se découvre et tente une carte de police. « C'est le FBI, Madame Barber. Pouvez-vous m'accorder quelques minutes d'entretien ? Il s'agit de votre fils. » May manque de défaillir. Mais dans le fond, elle savait que cela devait arriver. Le policier lui dit effectivement ce qu'elle redoutait et même pire encore. « Voilà, madame, nous surveillons depuis quelques mois une bande qui fabrique et écoule du LSD. Nous avons la certitude que votre fils fait partie des dealers. Nous aurions largement de quoi l'arrêter tout de suite, mais nous avons préféré venir vous trouver avant. » Madame Barber porte les 2 mains à ses joues et pousse un cri. « Mon Dieu !» Ce n'est pas tout. Il y a eu un meurtre hier. Un petit voyou d'une bande rivale tué d'un coup de couteau dans le dos. « Ne me dites pas, je ne vous dis rien, parce que nous ne savons rien. Et pour être tout à fait franc, Madame Barber, je crains que nous ne sachions jamais quoi que ce soit. Cela peut ne pas être votre fils, comme cela peut être lui. » « Mais Junior n'a que 16 ans. Et alors ? La drogue, ça rend précoce, Madame Barber. Croyez-en mon expérience. » Mais Barber est totalement anéantie. Elle ne peut que répéter « Mon Dieu !» L'agent du FBI reprend la parole posément. « Nous vous faisons une proposition. Vous parvenez à le convaincre de nous donner les noms de ses complices et de notre côté, nous nous montrerons indulgents. » « Le convaincre ? Mais comment ? Vous êtes sa mère, non ? Et votre mari a quand même un reste d'autorité sur lui, j'imagine. Après tout, si votre fils en est arrivé là, c'est un peu à cause de l'éducation que vous lui avez donnée. Alors faites votre devoir. » Le soir, après le dîner, silencieux comme d'habitude, Richard prend la parole. Ils se sont concertés, sa femme et lui. Ils sont décidés cette fois à vider l'abcès, à aller jusqu'au bout, quitte à employer la manière forte. Richard commence sur le ton de la persuasion. « Junior, ta mère et moi, nous avons des choses très graves à te dire. » Mais tout de suite, Junior se lève de table. « Et moi, j'ai rien à vous dire, salut !» Son père lui barre le passage. Junior est devant lui, hirsute avec sa barbe, ses favoris roux et sa tignasse raide. Il a les yeux rouges, un peu vagues. Il a dû se droguer. « Ça suffit comme ça. Tu vas nous écouter maintenant. La police est venue cet après-midi. Tu vends de la drogue, ils le savent. Et il y a des choses plus graves encore, un assassinat. La seule manière de t'en sortir, c'est de tout nous dire. » Junior parle d'une voix traînante et vulgaire que ses parents ne lui connaissent pas. « Je te dirai rien du tout. Laisse-moi passer. Taille-toi. » Alors, pris d'une rage folle, Richard lève le poing et frappe de toutes ses forces à la mâchoire. Junior titube, passe la main sur ses lèvres, la retire toute sanglante et l'essuie posément sur le papier à fleurs du living room. Il y a un instant de flottement. Le père, la mère et le fils regardent silencieusement la tache au milieu du mur. Tout à coup, Junior se rue dans sa chambre au premier étage. Il hurle. « Ah, c'est comme ça! C'est comme ça !» Mais se blottit contre son mari, elle murmure « J'ai peur !» Richard, qui masse son poing endolori, se dispose à lui dire quelque chose de rassurant et puis il se reprend. « Tu as raison, moi aussi j'ai peur. » Et il se dirige vers leur chambre à coucher. Quand il revient, quelques instants plus tard, il tient à la main son revolver. Les époux Barber restent ensemble, ne sachant trop que faire. Appeler la police ? Ce serait livrer leur fils. Ils ne peuvent s'y résoudre. En haut, dans la chambre de Junior, un disque de rock marche à pleine puissance. Et puis, il y a des pas dans le couloir. Ils l'entendent descendre l'escalier, se diriger vers la cuisine. Il se produit un bruit épouvantable de vaisselle. Junior est en train d'ouvrir tous les tiroirs et les projeter par terre. Monsieur Barber se précipite. Il a juste le temps de voir une forme remonter précipitamment l'escalier. Maintenant, Junior se tient en haut des marches. Richard, son père, ne voit d'abord qu'une chose, son regard fou, halluciné. Il a dû reprendre du LSD.
Il a l'impression que ce n'est pas un être humain qu'il a en face de lui, mais une sorte de monstre qui a perdu contrôle de lui-même. C'est seulement ensuite que M. Barber aperçoit le couteau à découper dans la main droite de Junior. Celui-ci a un ricanement presque satanique. « T'avais raison pour hier soir, c'était moi. Les gars de la bande ont voulu que je fasse mes preuves. Une sorte d'examen de passage, quoi. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Il ne s'est pas trop mal débrouillé, le gros plein de soupe. » Junior descend une marche, le couteau en avant. Richard Barber sort son revolver de sa poche. En l'apercevant, Junior se met à éclater de rire. Il descend une seconde marche et lui lance. « Tire? Mais tire donc, nom de Dieu! Avec ton putain de revolver! Allez, un peu de courage !» Il descend encore une marche et brandit son couteau. « Alors, qu'est-ce que t'attends? Tu te dégonfles ?» Pendant une fraction de seconde, les yeux de Junior, aux pupilles dilatées par les stupéfiants, s'écarquillent. Il vient de voir que son père ne brandit plus son revolver comme avant, mais qu'il est en train de le viser. Richard Barber tire 2 fois. Junior s'écroule dans l'escalier, glisse sur le dos et s'immobilise. Richard se précipite pour appeler la police et ensuite seulement, il se penche sur le corps de son fils car il sait déjà qu'il est mort. Il a toujours été excellent tireur. À l'autopsie, on constatera effectivement que Richard Barber Jr. est mort de 2 balles en plein cœur. Le médecin légiste découvrira aussi, avec effarement, qu'il avait ingurgité une dose de LSD supérieure à celle considérée comme mortelle. Devant le jury des mises en accusation, qui doit décider s'il va poursuivre ou non, Richard Barber plaide bien entendu la légitime défense. Quand le procureur lui pose la question. « Vous êtes bon tireur. Vous auriez pu viser les jambes. Mais vous avez tiré au cœur, et 2 fois. Pourquoi ?» Richard Barber choisit de ne rien dissimuler. Il aurait pu invoquer l'émotion, un coup de malheur, le hasard. Mais en accord avec son avocat, il a décidé de dire toute la vérité. « J'ai pensé que si je le blessais, un jour ou l'autre, il nous tuerait, mais moi. C'était un drogué, et il venait de nous avouer qu'il était un assassin. Nous vivions sous le même toit. Le danger était trop grand. Je n'avais pas le choix. » La voix de Richard Barber se brise. « Alors, j'ai visé le cœur. » À l'issue d'une courte délibération, Richard Barber a bénéficié d'un non-lieu. 3 jours plus tard, selon la coutume américaine, la famille et les amis du défunt étaient admis à défiler devant son corps embaumé dans un salon funéraire. Son père lui avait fait couper la barbe, la moustache et les favoris. Ses cheveux roux étaient soigneusement coupés, également et bouclés comme quand il avait 15 ans. Même par-delà la mort, Richard avait voulu effacer ce qu'était devenu son fils. Comme si Junior était toujours resté le garçon sage et respectueux qu'il avait rêvé. Voilà, c'est la fin de cette histoire. À force de croire que le calme de leur fils était normal, et dans son caractère, les parents de Junior sont passés à côté de la vraie personnalité de leur fils. À bientôt les petits angoissés.